Donc maintenant, on passe à Jean-Robert Desbiens, qui est le CTO, donc un responsable du développement technologique chez K2, et il nous présente les nouveautés de la plateforme JMap et des petits qui viennent autour. Donc, à toi, Jean-Robert. Merci beaucoup, Luc. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés des technologies qu'on développe depuis la dernière année chez K2 Géospatial. Les conférences d'utilisateurs sont souvent l'occasion de dévoilement de nouvelles versions et cette conférence ne fera pas exception. Donc, je vais vous montrer des nouveautés aujourd'hui. Alors, avant d'aller dans les nouveautés, on va faire un petit rappel historique des versions récentes de JMap 7. Alors, comme vous le savez, peut-être depuis quelques années, chez K2 Géospatial, on livre des versions de JMap qui sont toutes sur la plateforme JMap 7, mais avec des noms de versions d'après les capitales du monde. Vous avez à l'écran les 8 ou 9 dernières versions que nous avons sorties. Donc, Amsterdam, et les versions sont en ordre alphabétique des capitales du monde. Amsterdam, Bogota, Le Caire, Dakar, Édimbourg, Funafuti, Gibraltar, Hanoï et Istanbul. Ces versions-là sont en général disponibles à des intervalles plus ou moins longs avec des fonctionnalités incrémentales en mode agile, si on veut. C'est dans le but de minimiser les risques lors des mises à jour, donc d'aller avec des plus petites versions, plus fréquentes, que de sortir des grosses versions majeures à chaque année ou à chaque 2 ans, comme dans le passé. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter pour la première fois en primeur la nouvelle version de la série JMap 7 qui s'appelle JMap 7 Jakarta. Donc voilà l'icône de la version. Jakarta, c'est une version de JMap qui est nouvelle, qui contient 50 améliorations et nouveautés et 213 optimisations et correctifs. Alors, au cours des prochaines minutes, je vais vous parler de quelques nouveautés majeures qui sont présentes dans la version JMap 7 Jakarta. Premièrement, JMap 7 Jakarta supporte une nouvelle interface de visualisation de données cartographiques qu'on appelle JMap NG. NG pour nouvelle génération. JMap NG en soi, c'est un nouveau produit et je vais prendre quelques minutes tout à l'heure pour vous le démontrer et vous en parler plus en détail. Une deuxième grande nouveauté de la version JMap 7 Jakarta, c'est la disponibilité d'une image Docker pour JMap Server. Alors, pour la première fois, les gens qui gèrent les installations de JMap vont pouvoir installer, déployer leurs instances de JMap Server dans des conteneurs Docker. Je vais en parler aussi tout à l'heure un peu plus en détail de ce que ça fait exactement, puis ce que ça veut dire pour les gestionnaires de réseau et d'applications. Une troisième nouveauté que je vais vous montrer aussi, c'est la capacité de JMap à se connecter maintenant à des environnements MongoDB. MongoDB qui est un système de base de données pour le cloud, NoSQL. Et j'aurai l'occasion dans les prochaines minutes aussi de vous en parler et de vous le démontrer même. Et la quatrième et dernière nouveauté dont je veux vous parler en lien avec JMap 7 Jakarta, c'est le changement important au niveau de Java. Comme vous savez, depuis 2019, Oracle, qui est propriétaire de la technologie Java, a commencé à charger des frais d'utilisation, des frais mensuels pour les licences serveurs, les licences sur les postes de travail. Donc, des frais mensuels aux utilisateurs commerciaux de logiciels écrits en Java. Chez K2 Géospatial, nous, on considère que JMap n'a jamais été soumis à ces droits-là parce qu'il n'utilise pas certains aspects commerciaux du produit qui sont mentionnés dans les petites écritures d'Oracle. Mais pour éviter toute confusion, toute ambiguïté et pour tout risque de confusion dans le futur, JMap 7 Jakarta vient avec une nouvelle version de Java qui s'appelle OpenJDK. OpenJDK, c'est une application, c'est une version open source, si on veut, de Java,
qui est compatible, aussi performante que la version commerciale livrée par Oracle. D'ailleurs, le mouvement OpenJDK est drivé par la corporation Oracle directement. Alors maintenant, avec GMAP 7 Jakarta, quand vous utilisez GMAP Pro ou que vous exécutez GMAP Server sur un serveur, c'est OpenJDK qui est derrière. Allons-y avec la suite et je vais vous montrer maintenant GMAP NG. Voilà. Alors, voici l'interface graphique de GMAP NG. GMAP NG, c'est une nouvelle interface de visualisation qui s'ajoute à la famille d'applications disponibles dans GMAP, soit GMAP Pro, GMAP Web et GMAP Survey. Donc, GMAP NG, c'est un nouveau produit. C'est une interface qui a été repensée, redessinée à partir de zéro. GMAP NG est basé sur des technologies modernes, récentes, hyper performantes. Vous allez le voir en démonstration tout à l'heure. On est capable d'atteindre un niveau de fluidité et d'interactivité avec la donnée qui était impossible il n'y a pas longtemps au niveau du web, de la cartographie web. C'est une interface graphique qu'on a voulu garder le plus simple possible, tout en gardant la puissance des outils et l'efficacité de l'interface. Une des grandes particularités de GMAP NG, c'est sa capacité de travailler avec les données vectorielles. Donc, on a adopté dans GMAP la production et la gestion des tuiles vectorielles. Je vais en parler un peu plus spécifiquement de ce que ça veut dire exactement, les tuiles vectorielles, après la démonstration de NG. Donc, je m'en vais en mode démonstration. Voici donc GMAP NG en vrai, en démo. Donc, vous remarquez l'interface graphique qui est très différente de ce qu'on a fait dans le passé. Vous avez sur la gauche les différentes sections vous donnant accès aux outils de l'application. Vous avez un panneau des couches qui ressemble à ceci, avec tout en bas le choix des fonds de carte disponibles. Donc, ce qu'on voit ici, au fond, c'est un projet GMAP, comme vous les configurez déjà dans votre GMAP admin, avec une représentation, si on veut, différente. Vous remarquez que les groupes de premier niveau deviennent des cartons. Donc, ce qu'on a voulu éviter ici, c'est de reproduire un arbre, une arborescence de couches très longue qu'on voit souvent dans les applications techniques géomatiques. On a voulu donner un nouveau look plus simplifié à cette gestion-là. Donc, j'allume et j'éteins les couches comme je veux. Vous remarquez déjà une vitesse assez impressionnante. Toutes les bandes fontaines que vous voyez ici, les milliers de bandes fontaines qui sont dans mon écran, sont des vecteurs. Ce ne sont pas des images que je suis allé chercher au serveur, mais bien des données vectorielles. Donc, vous voyez un petit peu l'interactivité. GMAP NG permet aussi de travailler en 3D. On va revenir un peu là-dessus un peu plus tard. GMAP NG propose aussi toutes les fonctions que vous vous attendez en termes de, par exemple, de cartes thématiques. Donc, utilisation du sol ici. Je clique sur la vignette. J'obtiens la légende pour cette thématique que je peux allumer et éteindre facilement comme ceci. On peut bien sûr encore utiliser l'infobulle pour interroger des objets de la carte. Je vous montre un peu le nouveau look. Donc ici, voilà, j'ai l'infobulle d'un arbre avec les photos attachées, photos qui ont peut-être été prises avec GMAP Survey sur le terrain et qui sont consultables comme ceci, avec commentaires. Donc, GMAP NG propose les requêtes qui sont définies dans votre projet avec une interface nouvelle qui ressemble à ceci. Donc, supposons que je cherche tous les terrains non occupés qui ont une valeur entre 50 000 et 70 000 $. Donc, terrain vacant égale code d'utilisation 9100. La requête s'effectue. Voici le résultat.
Donc, vous avez ici un aperçu des objets du résultat dans une présentation verticale avec un résumé des attributs que vous pouvez facilement étendre comme ceci. Donc, remarquez la fluidité des mouvements quand je passe d'un résultat vers un autre. Voici. Si je veux avoir la table complète des attributs, je peux le faire facilement avec le bouton qui est ici. Voici. Tout ça est exportable, bien sûr, comme vous y attendez, vers des formats comme Excel, par exemple. On propose aussi des outils interactifs de sélection, des outils de mesure, comme ceci, des outils d'annotation qui vont vous permettre de dessiner sur la carte des objets pour communiquer, pour indiquer un phénomène, indiquer quelque chose. Annotation qu'on va pouvoir par la suite partager en imprimant ou en partageant la carte qu'on crée avec ces annotations. GMAP-NG propose aussi une interface d'impression qui est très interactive, dans laquelle vous pouvez ajuster précisément l'échelle que vous voulez avoir, la zone affichée. Vous avez un aperçu du calque de la feuille du papier sélectionné, du format de papier sélectionné qui est ici. Voilà. Et vous pouvez aussi, dans GMAP-NG, sauvegarder vos propres cartes. Vous pouvez sauvegarder des cartes, les nommer, les réutiliser pour les rappeler plus tard pour les utiliser ou les partager à des collègues ou à d'autres personnes à l'aide d'un simple hyperlien. Donc, j'ai préparé quelques exemples de cartes où j'ai allumé différentes couches, où j'ai mesuré, dessiné sur la carte, comme ceci. Alors, tout l'aspect graphique de votre contexte cartographique est mémorisé. Voyez-vous, dans ce cas-ci, je suis arrivé avec le même angle oblique sur la même carte de base, etc. Ici, j'en ai une que j'ai appelée « Milieu naturel » où j'ai simplement affiché des données en lien avec les milieux naturels. J'ai préparé une dernière carte sauvegardée pour la fin, celle des bâtiments. Alors, je veux vous montrer que GMAP-NG peut aussi manipuler de la donnée 3D. Dans ce qu'on voit ici, on a simplement pris des emprises de bâtiments auxquelles on a ajouté de l'information d'élévation pour faire une extrusion. L'extrusion crée des volumes, comme on voit ici, et vous voyez la fluidité de navigation à travers ces données-là. Alors, j'en profite pour vous dire que dans GMAP7 Jakarta, on peut, pour n'importe quelle couche de polygone, configurer une extrusion qui va être ensuite disponible de cette manière-là dans GMAP-NG. Et si je sélectionne des bâtiments, vous allez voir, les objets fonctionnent comme normalement, comme si j'étais en 2 dimensions avec les attributs, les objets sélectionnés sur la carte. Donc, c'est GMAP-NG, rapidement, en 5 minutes, en survol. GMAP-NG, donc, présent et disponible avec GMAP7 Jakarta. Alors, un petit mot sur les tuiles vectorielles. J'ai mentionné que GMAP-NG exploite une structure de données qu'on appelle les tuiles vectorielles. Les tuiles vectorielles, au fond, c'est un principe qui fait qu'on prend un jeu de données vectorielles et on applique par-dessus une grille pour le découper en morceaux. Et chaque tuile, par la suite, contient des objets vectoriels ou des morceaux d'objets vectoriels avec leurs attributs. Donc, dans des applications qui exploitent les tuiles vectorielles, on travaille avec la donnée complète en mémoire, live, et c'est ce qui permet la grande interactivité que je vous ai montrée tout à l'heure en démonstration. Les tuiles vectorielles sont produites pour chaque niveau d'échelle, chaque niveau de zoom, donc 22 niveaux a priori, et avec une simplification. Donc, à certaines échelles, on peut regarder de la donnée très volumineuse, mais simplifiée, avec un temps toujours rapide. Les tuiles vectorielles, au fond, proposent la même rapidité que les tuiles matricielles en WMTS et l'interactivité des données vectorielles. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Mapbox a produit un standard pour les tuiles vectorielles il y a quelques années qui est adopté par plusieurs gros joueurs de l'industrie et que GMAP Server peut maintenant produire et qui servent à alimenter GMAP-NG, mais aussi GMAP Survey.
Mais en passant, chez K2 Géospatial, quand on a sorti GMAP Pro il y a plusieurs années, on était parti sur un principe de tuiles vectorielles déjà. Donc, on a implémenté, et GMAP Pro utilise des tuiles vectorielles depuis le début. Ce n'était pas exactement la même implémentation qu'aujourd'hui, mais c'était le même principe de fonctionnement. Un petit mot pour les développeurs web. GMAP-NG, on a mis le focus vraiment sur la facilité et les possibilités de développement, de personnalisation, mais aussi d'extension. Donc, le concept d'extension que nos clients connaissent, qui sont des modules plugins qu'on ajoute aux applications de GMAP, s'applique aussi à GMAP-NG. Simplement, la programmation se fait avec une nouvelle API JavaScript. Il faut dire aussi que GMAP-NG est développé sur la plateforme Mapbox GLJS, qui est un produit open source qui permet l'affichage et le traitement des tuiles vectorielles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le programmeur a accès non seulement à l'API de GMAP-NG pour les fonctionnalités propres à GMAP, mais en plus a accès à toute la richesse de l'API de Mapbox pour programmer des fonctionnalités dans GMAP-NG. Et on a fait en sorte aussi que GMAP-NG soit vraiment facile d'intégration à vos applications. Vous avez à l'écran ici un exemple de la documentation pour développeurs de GMAP-NG. La documentation inclut des exemples live qui fonctionnent avec un serveur de développement, avec tout le code source qu'il faut pour implémenter les exemples qu'on vous propose. Vous avez même des liens qui vous permettent d'aller modifier le code source pour tester les changements, tester votre code directement sur le web. Alors, voilà pour GMAP-NG. Je vais maintenant vous parler de Docker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Docker, c'est une technologie qui a révolutionné la façon de livrer, de construire, de développer, de livrer, de déployer des applications sur les serveurs. Docker, c'est une technologie qu'on dit de conteneurs. Les conteneurs, ce sont... Pardon. C'est quelque chose qui est similaire aux machines virtuelles qu'on connaît bien, mais en mieux, en plus léger, parce que chaque conteneur ne contient pas une instance du système d'exploitation, contrairement aux machines virtuelles. Et les conteneurs Docker sont très légers, donc, et très rapides à déployer et à exécuter aussi. Donc, les avantages d'utiliser Docker pour déployer des systèmes comme GMAP Server, l'automatisation. Vous pouvez facilement scripter toutes les commandes reliées à Docker. En quelques secondes, vous pouvez télécharger GMAP Server version Docker, l'exécuter dans votre environnement sans aucune intervention humaine. Tout s'automatise à travers des scripts. La rapidité de déploiement, l'utilisation de moins de ressources aussi pour les infrastructures, serveurs, c'est plus léger, c'est moins, le footprint est moins grand, donc c'est un avantage aussi. Et pour la portabilité. Pour nous, comme développeurs d'applications, développeurs de GMAP Server, quand on livre en version Docker, on a l'assurance que ça fonctionne partout. Il n'y a pas de programme d'installation, il n'y a pas de paramétrage, c'est prêt à l'utilisation. Et pour arriver à ça, pour vous qui êtes peut-être gestionnaire de systèmes informatiques et qui devez gérer les serveurs et les applications, bien, on a publié sur le web, publiquement, une image Docker que vous retrouvez sur Docker Hub, qu'on voit à l'écran ici. Donc, simplement dans le répertoire K2 Géospatial /GMAP, vous avez l'image de la plus récente version de GMAP 7 Jakarta. Et à partir de ces images-là et d'une commande aussi simple que celle-ci, Docker pull avec le nom de l'image, vous êtes en mesure de télécharger et de démarrer une instance de GMAP Server dans votre environnement réseau. Parfait. Une autre nouveauté de GMAP 7 Jakarta, c'est la possibilité d'utiliser MongoDB. MongoDB, c'est un système NoSQL. C'est un système qui a été développé pour le cloud et qui est très populaire. De fait, c'est la 5e base de données la plus populaire au monde actuellement. Après Oracle, SQL Server, MySQL et Postgres. C'est la 5e. Et MongoDB a un volet spatial à l'intérieur qui supporte et qui exploite le GeoJSON. Ça semblait logique pour nous, chez K2 Géospatial, d'être capable d'exploiter ces données-là avec GMAP. Donc, je vous fais une courte démo qui ne prendra pas plus qu'une seule minute.
J'en profite pour aller dans Gmap Admin. Juste ici. Alors, comment est-ce qu'on peut connecter à MongoDB? Premièrement, dans le cloud, on a préparé ici un jeu de données sur une instance de MongoDB gratuite. On a 32 675 bornes fontaines, toutes en document JSON. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à partir de Gmap Admin, on va s'y connecter pour aller chercher la donnée. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'ai préparé un exemple d'avance ici. Je vais simplement passer à travers les étapes. Donc, ma source de données spatiale que j'ai appelée BF MongoDB. Le type de données, alors, vous pouvez voir parmi les différents types supportés par Gmap, maintenant, il y a MongoDB. Et la question suivante, c'est quelle est la chaîne de connexion? La chaîne de connexion, je peux l'obtenir de mon serveur MongoDB ou mon service dans le cloud. Je suis allé la copier là, je l'ai insérée ici. Je me connecte à une table qui s'appelle Géo et une collection qui s'appelle Born. Et voilà, c'est tout. Lorsque je affiche le résultat de ça, j'ai mes 32 000 bornes fontaines qui sont obtenues de MongoDB de façon hyper rapide et prêtes à l'utilisation dans Gmap. En terminant, je vais vous parler une dernière nouveauté qui n'est pas nécessairement directement reliée à Gmap 7 Jakarta, mais qui est en lien avec Gmap Survey. Gmap Survey, vous le savez, c'est notre application mobile qui permet de faire la collecte de données sur le terrain avec des appareils iOS et Android en mode connecté ou déconnecté. Alors, les dernières évolutions en lien avec Gmap Survey concernent l'optimisation de la vitesse pour les données volumineuses. On a des projets où on traite 500 000 instances sur une même couche de données éditables. Avec les dernières évolutions de Gmap Survey, c'est maintenant beaucoup plus rapide d'afficher et de gérer ce volume de données-là avec Gmap Survey. Dernière chose dont je vais vous mentionner au sujet de Gmap Survey, c'est l'utilisation de GPS externes, notamment du Arrow 100 de EOS. On a fait une intégration en collaboration avec la compagnie EOS de leur récepteur GPS. On en a profité pour modifier Gmap Survey pour afficher maintenant la source du GPS utilisé pour la géolocalisation. Alors, sans GPS couplé, c'est marqué tout simplement GPS intégré. Dans l'exemple ici, on voit qu'on est connecté à un Arrow 100. Et tant qu'à pouvoir utiliser des GPS plus précis, on a ajouté aussi des paramètres dans Gmap qui permettent de contrôler la précision minimale pour la saisie des points. Alors, si Gmap Survey détecte que l'erreur horizontale est plus grande que la précision minimale que vous avez ou l'erreur maximale que vous avez mise dans l'application, vous ne serez pas en mesure de créer des points. Tout ça, c'est pour vous assurer de pouvoir collecter une donnée précise et de qualité avec Gmap Survey. Alors voilà, c'est ce qui complète ma présentation. Merci Jean-Robert. Donc, on a eu quelques questions. Donc, en rafale, je vais te les poser. Peut-on importer et exporter des données dans Gmap NG? Très bonne question. Dans la version 1.0, ce ne sera pas possible, mais dans les versions qui vont suivre rapidement, oui, ça va être possible. Pas maintenant, donc bientôt. Parfait. En fait, on peut importer des données tabulaires, mais pas des données géométriques. Parfait. Est-ce que Gmap NG est HTML ou Java? Donc, peut-être, il voulait dire Java Applet. Donc, quelle est la... Alors, c'est une très bonne question aussi. Gmap NG est purement web et JavaScript. Pour ceux que ça intéresse, c'est bâti en React, en TypeScript, sur la technologie Mapbox.js. Excellent. Donc, aucun plugin sur votre browser, ça sauve et ça fonctionne. Ça fonctionne dans tous les navigateurs récents, incluant IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari. Donc, des félicitations, bel upgrade. Comment peut-on accéder à Gmap NG? C'est gratuit ou c'est juste pour des données vectorielles? Donc, comment les gens obtiennent Gmap NG? Alors, Gmap NG, c'est un produit nouveau, produit différent, qui a besoin de licences pour fonctionner. Je ne connais pas le prix, mais il y a certainement des nouvelles licences à obtenir pour pouvoir utiliser NG. NG fait partie de Gmap Admin aussi. Donc, il y a un viewer gratuit pour tout le monde dans Gmap Admin pour voir le résultat des projets de Gmap dans NG, mais pas pour les diffuser. Mais pas pour le déploiement, mais pour l'administrateur qui joue avec ces données. Exactement. Donc, s'informer pour le prix, c'est à part, c'est pas gratuit. Ça répond aux questions pour l'instant. Merci, Jean-Robert. Merci. Belles avancées, belles techno.